Donc, en parlant du débat actuel en Russie concernant l'héritage de la révolution de 1917, donc, il faut noter deux choses. D'abord, personne n'est en vie aujourd'hui, parmi ceux qui ont vécu la révolution. Donc, ces personnes sont décédées. Et la génération la plus ancienne, disons, c'est les gens nés dans les années 20, dans les années 30, qui n'ont jamais vécu la révolution et qui ne connaissent la révolution que par les récits ou par les livres, par des films, par les films de la propagande soviétique, évidemment, des années 30, 40, 50, et ils n'ont aucune idée de ce que c'était en réalité. Les historiens sont rares, ceux qui étudient les documents, ceux qui étudient l'histoire sont très très rares, donc c'est une partie infime de la population. Les restes jugent par les films vus dans les années 50-60 ou par des manuels d'histoire scolaires, encore une fois, soviétiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la génération qui n'a pas fait d'études à l'école soviétique, donc c'est les gens nés dans les années 80 ou 90 qui ne connaissent pas cette présentation officielle et qui jugent d'après les récits des anciens, des grands-pères, des pères, enfin des grands-mères, et qui racontent qu'à l'époque soviétique, c'était le plein emploi, par exemple, la sécurité était totale, on pouvait vivre dans un État sans frontières, on pouvait voyager d'un pays à l'autre, où la haine interethnique n'existait pas, où les terroristes n'existaient pas, où l'école était absolument accessible et gratuite à tout le monde, où les études supérieures étaient ouvertes à tout le monde, où la médecine était gratuite, et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est le paradis pour les gens de l'époque, donc ceux qui ont vécu dans les années 50, 60, 70, etc. Et la génération nouvelle ne connaît que cette version des choses. À la radio, à la télé, les opinions sont divergentes, mais ce sont des journalistes qui ne connaissent pas l'histoire non plus, qui parlent de l'histoire, qui parlent de la révolution. Et ce sont des clichés dans les deux cas, qui s'entrechoquent, les clichés de ceux qui ont vécu à l'époque soviétique contre ceux qui ont vécu à l'époque post-soviétique, qui ont grandi dans les années 90 et les années 2000, par exemple, et qui ont la version non pas opposée, mais complètement déformée aussi de cette période, parce qu'on leur raconte que voilà, il y avait la révolution de février de 1917 qui était démocratique, la vraie révolution, et après il y a eu le coup d'État soviétique en octobre 1917, et c'était le régime stalinien tout de suite après. Donc les deux versions sont fausses, parce que ceux qui ont vécu à l'époque soviétique, ils racontent leur vécu, donc ce qu'ils avaient connu. Encore une fois, la société n'est pas prospère, mais avec une qualité de vie, souvent, c'est tout à fait honnête, souvent supérieure à la qualité actuelle, donc encore une fois avec le plein emploi, l'accès à l'enseignement, à la médecine, etc. Et les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas s'imaginer comment c'était, et en plus, la version présentée par les médias est complètement différente. Évidemment, ils parlent des horreurs des camps staliniens et des persécutions à l'époque stalinienne. D'où la divergence, non pas entre les historiens, encore une fois, qui sont ultra minoritaires dans la population actuelle, mais entre les journalistes des deux camps, les journalistes pro-soviétiques, qu'on appelle extrême droite parce qu'ils sont communistes, c'est le paradoxe de la situation actuelle, donc l'extrême droite russe et les communistes, qui sont staliniens très souvent,
qui disent, écoutez, les démocrates ont détruit le pays, ont détruit l'Union soviétique, regardez ce qu'est devenu l'Ukraine, regardez ce qu'est devenu la Géorgie et tous les autres pays, c'est la misère totale, les gens sont dans la misère, et c'est le résultat de la démocratie. Et les communistes, c'est l'extrême droite actuelle en Russie. Et, disons, les gens de gauche, qui sont pro-américains, capitalistes, mondialistes, c'est la gauche actuelle qui se présente comme la droite modérée, qui est perçue comme la gauche, justement, qui sont pour... bonjour, on arrête qui présentent leur version, c'est-à-dire la version américaine, grosso modo, occidentale en tout cas, telle qu'elle est présentée dans les médias occidentaux, dans les manuels français notamment, la version de la bonne révolution du mois de février 1917, la révolution démocratique. Ensuite, il y a une autre révolution, ils ne disent pas d'un coup d'État de Lénine. Lénine est très bien vu par l'Occident. Bon, pourquoi elle est bien vue? Parce que d'abord, il a détruit l'Empire russe, il a créé les États tels que les pays baltes, par exemple, la Lituanie actuelle, l'Estonie actuelle, la Lettonie actuelle, d'où l'attitude tout à fait favorable à l'égard de Lénine et à l'égard de Trotsky, des médias occidentaux. Vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais quelque chose contre Lénine ou contre Trotsky, par exemple. Pourtant, ce sont Lénine et Trotsky qui ont créé les camps de concentration, les camps d'extermination plutôt. Ce sont eux qui sont à l'origine de la terreur pendant la guerre civile. Ils ont déclenché la guerre civile. Ce sont eux qui sont à l'origine du découpage actuel des républiques. Bon, il y a 15 républiques qui étaient créées, encore une fois, par Lénine et Trotsky et par Sverdlov. Et la participation de Staline était absolument minime à cette époque-là. Donc, au début de la Révolution, Staline joue un rôle tout à fait secondaire et il ne fait pas partie des 5 ou 10 premiers personnages de l'État à l'époque. En ce qui concerne donc cette première période, il est en général porté au nu par les intellectuels français, parce que les personnages qui sont au pouvoir sont des gens excellents, tout à fait occidentalistes, et c'est vrai, c'est la révolution occidentale en Russie qui arrive, parce que ces personnages sont rarement russes d'origine, ils peuvent venir des pays étrangers, ayant fait les révolutions en Hongrie, par exemple, comme Bela Kun, ou en Allemagne, ou ailleurs, et qui travaillent pour les révolutions mondiales. Donc, pour cette version du Comintern, en 1917, c'est le Comintern qui est créé, et Moscou devient la capitale du Comintern, international communiste. Donc, Moscou, ce n'est pas la capitale de la Russie, le mot n'existe pas. À partir de 1922, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un pays sans nom. L'union de quoi, de qui, on ne sait pas. C'est la capitale du Comintern. Eh bien, Comintern, c'est le gouvernement mondial à venir, après la prise du pouvoir dans le monde entier. Le Comintern va gouverner le monde. Le Comintern est composé, encore une fois, des étrangers, essentiellement. Il y a des Russes, mais il y en a très peu. Mais ce sont des personnages venus de l'étranger et qui siègent à Moscou. Donc, il y a deux gouvernances, deux gouvernements à Moscou. Il y a le gouvernement soviétique de Sverdlov, qui était le premier président. Le titre n'existe pas à l'époque, mais c'était le premier président de la Russie soviétique à l'époque, jusqu'à 1919. Et le gouvernement du Comintern, qui avait son siège à l'hôtel Métropole à Moscou. C'était un grand hôtel au centre-ville. C'était le siège du Comintern. Et le Comintern qui avait ce service de renseignement, qui avait une armée et surtout des cellules dans tous les pays du monde, y compris les pays du tiers-monde, comme la Chine à l'époque, comme les pays asiatiques, et surtout dans les pays européens.
et ils sont soutenus par toute la gauche européenne, mais à une différence près, c'est que la gauche allemande, les sociodémocrates allemands, ils sont nationalistes. Tandis que les soviétiques sont internationalistes. Donc c'est l'international communiste. Il faut faire une petite remarque. Le régime communiste, contrairement à ce qu'on dit dans les médias occidentaux et dans la presse française notamment, le régime communiste n'a jamais existé. Les bolcheviks, les communistes étaient au pouvoir, mais le régime officiellement était toujours socialiste. Jusqu'en 1991, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, le régime était socialiste. Au départ, le régime est... donc il y a plusieurs partis qui participent au gouvernement. Il y a les bolcheviks, mais il y a aussi les socio-révolutionnaires, ou les révolutionnaires socialistes plutôt, de gauche, qui participent au pouvoir. Et il y a des ministres donc socialistes au pouvoir. Comme plus tard, Staline installe les régimes socialistes en Europe de l'Est, en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Hongrie, etc. Et là, c'est les partis socialistes qui sont au pouvoir. Donc, la frontière entre les communistes et les socialistes est invisible. Jusqu'à la chute du pacte de Varsovie, des régimes soviétiques en Pologne et en Allemagne, c'est les partis socialistes polonais et allemands qui restent au pouvoir. Il n'y a jamais eu de parti communiste est-allemand. Il n'y a jamais eu de parti communiste polonais. C'était les partis socialistes, comme la Hongrie, pareil. Eh bien, à cette différence près, il y a les communistes internationalistes, ou les socialistes internationalistes, et les socialistes nationalistes. Et là, à partir des années 20, les socialistes nationalistes prennent le pouvoir en Italie d'abord, et à partir de 1933, en Allemagne. Donc, ce sont les socialistes nationalistes qui professent la haine du capitalisme comme les bolcheviks, qui professent la haine des capitaux bancaires comme les bolcheviks, mais qui sont nationalistes. Donc, l'Italie d'abord, pour Mussolini, qui est le chef du Parti socialiste, ou l'Allemagne d'abord, évidemment, et l'Allemagne au-dessus de tout le monde, pour Hitler, qui est le chef, encore une fois, du Parti socialiste nationaliste, national-socialiste allemand. D'où les divergences entre les régimes soviétiques, socialistes, et les régimes italiens, allemands, plus tard français, polonais et autres, également socialistes. Donc l'Europe est socialiste. Et cette révolution russe, évidemment, c'était la première en série qui devait suivre d'abord la révolution spartakiste qui était étouffée en Allemagne, mais les spartakistes étaient les bolcheviks allemands, avec la République des soviets de Bavière d'abord, et la révolution des spartakistes à Berlin, comme la révolution aussi des soviets à Vienne, comme la révolution des soviets, les soviets de Budapest, les révolutions hongroises de Béla Kun. Donc ce n'est pas un phénomène russe, c'est un phénomène international. Et la capitale de l'international, encore une fois, c'est Moscou, qui était choisie comme le siège, en attendant Berlin, parce que la deuxième capitale, qui devait devenir capitale européenne dans ce cas, donc la capitale internationale, ou la capitale du Comintern, c'est Berlin. Et l'ambassade de l'Empire russe autrefois, et qui est devenue ambassade soviétique à Berlin, c'est la résidence du Comintern. Dans cette ambassade travaillent surtout les Allemands spartakistes, qui sont financés par Moscou, mais ce sont des Allemands qui ne parlent pas russe, le plus souvent, et qui travaillent comme une succursale de ce gouvernement mondialiste du Comintern. Encore une chose à préciser, c'est que les régimes soviétiques sont nombreux. On parle toujours du régime stalinien, mais avant le régime stalinien, il y a le régime trotskiste-léniniste. Avant le limogeage de Trotsky et avant la mort de Lénine, Lénine est mort en 1924, mais en réalité, il était déjà complètement hors jeu en 1922. Il était gravement malade.
et il ne participe plus aux travaux du gouvernement, eh bien, ces régimes se succèdent. Staline, contrairement à la légende, n'était pas un dictateur, il n'a pas le plein pouvoir. Le pouvoir était collectif. Il y a l'ancêtre du Politburo qui gouverne le pays, et les débats sont très ouverts. Il y a des organes de presse qui publient les discours des dirigeants soviétiques, et les débats sont contradictoires. Par médias interposés, par des fractions interposées, et Staline arrive au pouvoir réellement. Il prend le pouvoir seulement à la fin des années 30. Entre 1937 et 1939, il devient vraiment l'homme fort du pays, mais avant, il n'était pas l'homme fort du pays. Et il y a une guerre civile larvée entre les fractions des bolcheviks, stalinistes et autres, donc, et trotskistes. Et Trotsky, après son expulsion de l'Union soviétique, va s'installer en Occident, au Mexique, et de là, il dirige cette fraction mondialiste, encore une fois, du Comintern. Là, il y a un changement de régime. D'abord, Staline va faire une révolution culturelle. C'est un changement total par rapport au régime précédent, au régime internationaliste, et il déclare que le socialisme est possible dans un seul pays. Autrement dit, il prend la direction d'un régime national socialiste. National dans ce sens que l'Union soviétique, un pays multiethnique par définition, il y a à peu près 150 ethnicités en Union soviétique, peut construire le régime socialiste et plus tard, dans l'avenir incertain, le régime communiste. C'est un but, mais dans les années à venir, et personne n'a jamais précisé si c'était au XXe ou au XXIe siècle, on n'en savait rien, mais c'est un but en quelque sorte, la société bourgeoise pour tout le monde, où tout le monde devient bourgeois, la prospérité était promise pour tout le monde. En attendant, c'est le régime socialiste. Et il devient socialiste dans un seul pays. L'Union soviétique ne cherche plus à imposer les régimes socialistes en Allemagne, ou en France, ou en Angleterre, ou ailleurs. Mais les soviétiques soutiennent toujours le mouvement de libération nationale en Inde, en Chine, contre les puissances capitalistes. Et avec beaucoup de succès d'ailleurs, donc ils vont organiser les mouvements dans tous les pays du tiers-monde. Le terme n'existe pas à l'époque, mais enfin les pays colonisés, asiatiques, africains, et ils vont soutenir tous ces régimes chinois, indiens, qui vont s'installer plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale essentiellement. Eh bien, c'est un changement total de cap, changement de régime, et là, on peut parler du régime stalinien à partir de 37, 38, 39, pas avant. D'où cette connivence avec Hitler, parce que, après tout, Hitler était socialiste, comme Staline était socialiste lui aussi. Il professe la haine des capitaux américains ou anglais. Là-dessus, Staline était entièrement d'accord. Le seul problème, c'est le nationalisme. Parce que l'Allemagne est un pays nationaliste, nazi, comme on dit aujourd'hui, ce que l'Union soviétique n'a jamais été. L'Union soviétique, c'est un pays multinational. Staline lui-même était géorgien, donc il était mal placé pour devenir nationaliste russe, par exemple. Et le nationalisme russe était interdit et prohibé, dès le début d'ailleurs. Les Russes qui étaient nationalistes russes étaient fusillés à l'époque trotskiste et léniniste. Et la littérature russe, par exemple, était interdite jusqu'en 1937. Pouchkine, la poésie de Pouchkine était interdite à l'école jusqu'en 1937. La première édition de Pouchkine date de 1937, quand pour la première fois,
Pouchkine était publié. L'opéra russe est interdit jusqu'en 1937 dans les théâtres soviétiques. L'opéra de Tchaïkovski, de Rimsky-Korsakov ou de Mussorgsky est interdit. Et tout ce qui touche à la culture russe, sans parler de l'orthodoxie, évidemment, sans parler de la religion, est interdit strictement. Et il faut, au contraire, parler toujours des peuples opprimés, des peuples minoritaires qui n'ont pas de littérature, qui n'ont pas de langue, souvent, littéraire. Et il faut créer des langues littéraires pour les peuples qui n'en ont pas. Il faut créer des alphabets latins pour les peuples musulmans, l'alphabet latin pour les Tatars, pour les Bashkirs, pour les Azéris, pour les peuples musulmans turcophones, parce que l'alphabet latin va servir plus tard dans l'État unifié, totalitaire ou total ou international. Et là, tout le monde va utiliser l'alphabet latin, parce que entre les Français et les Tatars, entre les Anglais et les Bashkirs, donc ce sera le même alphabet, l'alphabet latin, qui sera utilisé donc, par tous ces peuples dans la langue unique, sans doute. Quelle langue, on n'en sait rien, mais ça reste à définir. Mais les bolcheviks cherchent à exterminer d'abord la culture russe. L'histoire russe n'est pas enseignée à l'école parce qu'elle n'existe pas. C'est la thèse officielle, c'est l'histoire honteuse de l'oppression du peuple, on n'en parle pas, c'est l'esclavage évidemment à tous les siècles, et l'histoire commence vraiment à l'année zéro, c'est 1917. On commence l'histoire en 1917, c'est l'année zéro de l'histoire, et à partir de là, on peut parler de l'histoire soviétique. Donc l'histoire russe n'existe pas, elle n'est pas enseignée à l'école. Et là, à partir de 1937-1938, Staline a fait une révolution culturelle. Il a introduit l'histoire tronquée, certes, et tout à fait déformée, mais l'histoire russe à l'école. Pour la première fois, on va parler des princes russes ou des tsars, et il va commander des films à Eisenstein. Le film, c'est Alexandre Nevsky, qui va sortir en 1938, donc, mais la commande était passée en 1937. Pour la première fois, un film qui traite d'une façon tout à fait élogieuse un saint russe, parce qu'Alexandre Nevsky, c'est un prince, c'est l'équivalent de Saint-Louis en France à peu près, et le prince avait un beau rôle dans ce film. Il combat les chevaliers teutoniques, et pour la première fois, un saint russe a joué dans ce film. Il ne s'agit pas de l'orthodoxie, absolument pas, mais pour la première fois, un personnage de l'histoire russe, Saint-Louis des Russes, en quelque sorte, encore une fois, est présenté d'une façon favorable. C'est une révolution culturelle totale dans le pays. Plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline va tourner un film sur Ivan Grozny, c'est-à-dire Ivan le Terrible. Là aussi, il est présenté d'une façon tout à fait favorable. Et là, c'est une révolution culturelle, parce que jusqu'aux années 1937-38, l'histoire n'est pas enseignée, et le peu de choses que les élèves, les étudiants savaient de l'histoire, c'est que c'était l'histoire de la honte, de la misère, de l'esclavage, évidemment, ce sont les termes utilisés à l'époque, et la libération n'arrive qu'en 1917, et donc entre 1917 et 1937, l'histoire n'est pas enseignée du tout. Donc, le régime stalinien, qui est modérément nationaliste, arrive au pouvoir à partir de 1937-1938, et là, on peut parler de la Renaissance, en quelque sorte, et la génération actuelle des gens, qui ont plus de 80 ans aujourd'hui, ils connaissent cette histoire-là, ils ont grandi dans les années 30, 40 et pendant la guerre, et ils connaissent cette version des choses, donc cette version du régime soviétique. Après la mort de Staline en 1953, encore un changement de régime, un régime internationaliste, encore une fois, de Khrouchtchev qui arrive au pouvoir. Bon,
pour simplifier, on peut appeler Khrouchtchev de trotskiste. Donc c'est un trotskiste qui revient au pouvoir et qui va supprimer les quelques gains de l'époque stalinienne, comme par exemple Staline a autorisé le fonctionnement plus ou moins normal de l'Église orthodoxe. Il procède à l'élection du patriarche pendant la guerre, en 1943. Il va rouvrir les monastères. C'est sous Staline que les monastères sont rouverts en Union soviétique. Il a ouvert des milliers d'églises. Il a ouvert des typographies pour l'Église, donc pour imprimer les évangiles, par exemple. Il a ouvert les séminaires, il a ouvert les académies ecclésiastiques. Eh bien, Khrouchtchev, à partir de 56-58 plutôt, il va refermer les monastères, il va refermer les églises, il va refermer les séminaires, et c'est le retour au régime trotskiste-léniniste. Je simplifie évidemment, c'est une simplification extrême, mais pour vous donner quelques idées sur les régimes successifs soviétiques, donc entre 1917 et 1991, les régimes sont différents, et souvent complètement différents, et orientés d'une façon tout à fait différente, parce que pendant la guerre, c'était clair et net que les pays occidentaux, les ouvriers allemands, français ou italiens, ont choisi la voie du nationalisme, c'est-à-dire qu'on appelle fasciste aujourd'hui. Les Allemands ne sont pas fascistes, ils se défendent farouchement contre l'appellation fasciste, ils sont nazis, ils sont nationalistes. Les Staliniens sont fascistes. Et les ouvriers allemands, italiens et polonais et autres donc, ont choisi le nationalisme contre l'internationalisme soviétique. C'est une évidence. Et Staline change de politique complètement pendant la guerre, encore une fois, et après la guerre, il va installer les régimes soviétiques dans les pays occupés par l'armée soviétique. Entre parenthèses, en Occident, on parle toujours de l'armée rouge. L'armée rouge n'existe plus officiellement depuis 1943. L'armée rouge, c'est une création trotskiste. Le fondateur de l'armée rouge était Trotsky, Staline qui déteste Trotsky, et il va complètement changer d'abord l'appellation et l'organisation de l'armée. Il va réintroduire jusqu'à l'uniforme de l'époque tsariste. Les officiers soviétiques, à partir de 1943, portent les épaulettes, portent les uniformes de l'époque tsariste, comme c'était dans l'armée blanche, ou presque. Ils gardent l'étoile rouge comme symbole de l'armée, mais on ne parle plus du cœur de l'armée rouge. Le cœur de l'armée rouge, c'est l'époque trotskiste. Donc, en Occident, on parle toujours de l'armée rouge qui prend Berlin, de l'armée rouge jusqu'aux années 90, mais l'armée rouge, officiellement, n'existe pas. Et avec Khrouchtchev, à partir de 56-57, on supprime tous les noms des villes, les noms des rues, les noms des places liés à Staline. Donc, en Union soviétique, il n'y a aucune rue, aucune place de Staline. Le nom de Stalingrad a été changé aussi pour Volgograd, une ville sur la Volga. Autrement dit, c'est une ville sans nom. Et il n'y a aucune place Stalingrad en Union soviétique, ou ex-Union soviétique, il n'y a aucune rue, rien du tout. Donc un changement total, et Khrouchtchev va soutenir les régimes après 61 surtout, après la dislocation de l'empire colonial, il va soutenir les régimes africains ou asiatiques, financièrement surtout, et militairement aussi. Et c'est la confrontation avec les États-Unis, parce que c'est la guerre froide qui a été déclenchée par Churchill d'abord, donc en 1946, après son discours, et l'Union soviétique doit se défendre avec ses pays alliés. Donc, parmi les pays alliés, il y a la Chine, évidemment, qui est devenue
socialiste, en fait, avec le Parti communiste au pouvoir. Il y a les pays de l'Est, occupés par l'armée soviétique, comme l'Allemagne de l'Est, par exemple, comme la Tchécoslovaquie. Donc, les pays souvent créés par l'Union soviétique, comme la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie. Et donc, c'est la coexistence des deux blocs, les pays de l'OTAN. L'OTAN était organisé avant le bloc du pacte de Varsovie, après c'est le pacte de Varsovie comme réponse à l'OTAN. Et cette confrontation va durer jusqu'à 91, jusqu'à l'époque de Gorbatchev. Donc, là encore une fois, la chute de Khrouchtchev en 1964, il est limogé, c'est un coup d'État en quelque sorte, il a été démis de ses fonctions, et c'est le début du régime brejnevien. Très différent dans ses aspirations du régime khrouchtchevien, et le régime brejnevien qui va durer jusqu'en 81, c'est-à-dire donc pendant quelques dizaines d'années. Eh bien, la population soviétique ou ex-soviétique connaît surtout cette période-là. Donc, les gens qui sont aujourd'hui en activité encore, ils ont grandi à l'époque brejnevienne, ils sont nés peut-être à l'époque khrouchtchevienne, mais ils ont grandi surtout à l'époque brejnevienne. C'est leur jeunesse ou c'est l'âge adulte de plusieurs personnes, et ils connaissent ce régime-là. Donc, en parlant du régime soviétique, ils pensent surtout à l'époque brejnevienne, donc qui va de 64 à 81. Une époque riche culturellement parlant, encore une fois, qui avait des acquis incontestables, donc le développement de la science, de l'espace. L'armée soviétique était considérée comme une des plus puissantes au monde, sans doute la deuxième, au monde, capable de rivaliser avec l'armée des États-Unis, et souvent plus avancée dans certains domaines pour les armements. Bon, je m'arrête là, peut-être... Oui, peut-être conclure aujourd'hui comment l'État et l'opinion se situent par rapport à ces faits. Donc, l'opinion publique actuelle est très partagée parce qu'il y a le mythe de l'époque soviétique, le mythe est présent et entretenu surtout par les gens qui ont vécu à l'époque soviétique. Parce qu'il faut rappeler que le régime était vécu par tous les gens nés dans les années 50, 60, 70. Ils connaissent cette période et ils ne croient absolument pas à ce que racontent les médias ou ce qu'on lit dans les journaux. Parce qu'ils connaissent par expérience, ils ont vécu à cette époque-là. Ce n'était pas la prospérité, la disette était réelle, surtout dans les années 70 et 80. Il manquait beaucoup de choses, mais la qualité, encore une fois, la qualité de vie était très élevée et les gens se rappellent parfaitement la sécurité, le plein emploi, le niveau excellent de l'éducation nationale, la médecine gratuite, etc., etc. Et dans les républiques ex-soviétiques, en Arménie, en Géorgie, en Ukraine, on parle de l'époque soviétique avec des larmes aux yeux. C'est souvent les gens qui ont vécu cette époque-là comme du paradis perdu. Donc ils parlent de paradis perdu. Donc les débats des historiens tournent autour de ces deux représentations. Donc l'époque soviétique que tout le monde a connue, plus ou moins, bon, sauf les jeunes, et l'époque pré-stalinienne, l'époque léniniste que personne n'a connue et que tout le monde connaît par les films ou par les articles, dans les meilleurs des cas, ou par les oui-dire ou par les médias. Donc, ceux qui soutiennent que avant la dislocation de l'Union soviétique, le pays était puissant, ils ont totalement raison, le pays était puissant. Économiquement parlant, militairement parlant, politiquement parlant, culturellement parlant aussi, c'est incontestable. Ceux qui sont contre le régime soviétique, ils sont contre le système
léninistes, trotskistes-léninistes, et contre la persécution de l'Église, parce que il faut préciser qu'après les années 1988-89, l'Église devient réellement libre pour la première fois. À l'époque stalinienne, les églises sont ouvertes, mais elles ne sont pas libres. La surveillance est totale, la surveillance de l'État. Les monastères sont ouverts, les séminaires sont ouverts, mais la surveillance est totale. C'est-à-dire qu'à partir de 1988, c'est la liberté réelle. L'Église est libre, indépendante de l'État. Elle fait ce qu'elle veut. Le patriarche peut soutenir ou ne pas soutenir le gouvernement. Le patriarche peut ne pas soutenir Poutine, par exemple, dans sa politique extérieure, vis-à-vis des républiques ex-soviétiques, ce qu'il fait souvent d'ailleurs. Et l'indépendance est totale. Donc il y a un renouveau chrétien incontestable. Tous les ans, des centaines d'églises sont ouvertes tous les ans dans le pays. On dit à peu près 1000 églises par an sont construites et ouvertes dans le pays, y compris dans les villes où l'église n'a jamais existé, les villes soviétiques qui étaient construites à l'époque soviétique dans les années 30, 40, 50, en Sibérie par exemple. Donc là où les églises n'ont jamais existé, elles sont construites aujourd'hui. Je m'arrête là peut-être, non ? Éventuellement l'idée monarchique. Oui. Voilà. Il y a un petit parti monarchiste au pays, donc le spectre est assez large. Ça va de l'extrême droite, c'est-à-dire les communistes ou les néo-communistes actuellement, qui ne sont pas hostiles à l'Église orthodoxe. Au contraire, comme le chef du Parti communiste actuellement, ils se disent orthodoxes non croyants. C'est contradictoire dans les termes, mais pour ces gens-là, l'orthodoxie fait partie du patrimoine russe, donc ils sont orthodoxes parce qu'ils sont russes et nationalistes. Donc un russe doit être orthodoxe, même si c'est le cas de Zyuganov, donc s'il n'est pas croyant du tout. Il y a aussi les monarchistes qui présentent l'époque monarchique qui va en Russie du 15e siècle, grosso modo 1462 jusqu'en 1917, du 15e au 20e siècle, et qui disent que voilà, l'empire a été créé par les monarchies, c'est les tsars qui ont créé l'empire, c'est les tsars qui ont créé l'empire multiethnique, c'est les tsars qui ont créé les pays comme la Géorgie actuelle, comme l'Arménie actuelle, comme la Bessarabie ou la Moldavie actuelle, c'est les tsars qui ont créé les pays balkaniques comme la Bulgarie, comme la Grèce, et c'est grâce aux guerres russes-turques que les pays balkaniques existent aujourd'hui. La Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, c'est la Russie orthodoxe, dirigée par les tsars, qui a créé tous ces pays chrétiens. Donc, le tsar est considéré comme le protecteur des chrétiens. D'où l'avis tout à fait favorable dans les républiques ex-soviétiques, les républiques orthodoxes, comme la Géorgie par exemple, comme la Moldavie actuelle, vis-à-vis du régime monarchique. Paradoxalement, ils sont contre Poutine, mais ils sont pour le tsar. Et là, le tsar vu par ces pays, est représenté comme un personnage hors de ce jeu nationaliste complètement. Il n'est pas le père d'un peuple, il est le père de tous les peuples, y compris les musulmans, y compris les bouddhistes. Le tsar est très bien vu par les bouddhistes russes, par exemple, par les kalmouks ou par les buryats. Il est très bien vu par les musulmans tatars ou bashkirs. Encore une fois, il était au-dessus de tous, et il était parfaitement bien vu par les protestants luthériens aux Pays-Baltes, par les musulmans, par les bouddhistes, par les catholiques russes aussi,
et évidemment par les orthodoxes, parce qu'il était le chef de l'Église orthodoxe quand même, jusqu'en 1917, jusqu'à la Révolution. Il y a le parti pro-américain, c'est surtout l'entourage de Poutine actuellement, les gens élevés dans les universités américaines, dans des écoles américaines, qui préfèrent parler anglais plutôt que russe. Dernière question qui sera la conclusion de vos remarques sur la perception par les Russes d'aujourd'hui de la révolution bolchevique. Quelle est l'attitude actuelle de l'État vis-à-vis de ces événements, vis-à-vis du centenaire et de l'Église? L'État préfère ne pas prendre de position dans cette affaire. Dans 2 jours, le 7 novembre, c'est le centenaire de la Révolution. Il n'y a rien de prévu. Officiellement, ce n'est pas une fête. Et on n'organise rien pour le centenaire de la Révolution de 1917. Il n'y a aucune position, aucune prise de parole. Bon, le Parti communiste organise quelques manifestations, mais ils restent toujours minoritaires, encore une fois. L'État ne participe absolument pas. On peut prendre 2 cafés? 2 cafés? Oui, merci. En ce qui concerne l'Église, pour l'Église, la révolution de 1917, celle de février et celle d'octobre 1917, est un mal absolu. C'est la punition divine, encore une fois, pour le peuple russe, qui a été puni pour ses fautes et pour ses péchés. Et elle a été vécue comme telle, pas par le clergé d'abord, parce que le clergé était coupable. Il faut rappeler qu'en février 1917, le clergé majoritairement était du côté de la Révolution. Le clergé russe et les évêques russes étaient du côté de la Révolution. Ils commencent à soutenir la Révolution à partir du mois de février 1917 et ils seront punis après pour leur faute, pour leur trahison, et c'est le point de vue de l'Église. Parce qu'il y a un schisme, c'est un vaste sujet, on ne va pas s'arrêter là-dessus, il y a un schisme qui va se créer entre l'Église nouvelle, créée dans les années 20, et soutenue par les bolcheviks, donc ils cherchent à créer un schisme dans l'Église, ce qu'ils vont faire, et l'Église traditionnelle qui va rester en place et qui sera plus tard soutenue par Staline, à partir de 1943. Donc l'Église nouvelle, ou libérale, sera supprimée et Staline va soutenir encore une fois cette Église traditionnaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Église considère la famille impériale, Nicolas II, sa femme l'impératrice Alexandra, comme des martyrs, comme les grands-ducs d'ailleurs aussi, les grandes-duchesses qui étaient martyrisées par les bolcheviks en 1918 et plus tard, et ils font partie des saints russes de l'Église orthodoxe. Bon. Encore une fois, il y a des prêtres orthodoxes qui ne sont pas d'accord avec la canonisation de la famille impériale, ils sont ultra minoritaires dans l'Église, mais ils existent. Donc, ils préfèrent ne pas évoquer le sujet, même s'ils sont tous contre la Révolution, ils préfèrent ne pas évoquer le sujet. On arrête.